Éveiller les consciences. Êtes-vous sûr de ce que vous voulez faire? Peut-être que la notion d'éveiller les consciences, ou plus exactement d'essayer d'éveiller les consciences, car les résultats ne sont jamais probants, est une démarche essentiellement émotionnelle. Le schéma est à peu près toujours le même, à quelques nuances près. Monsieur M a pris conscience de la gravité d'un groupe de problèmes donnés parmi les innombrables problèmes qu'il y a dans la société. Du moins Monsieur M a développé un sentiment de gravité à l'endroit de ce groupe de problèmes. Réchauffement climatique, exploitation des énergies fossiles, pollution industrielle, spéculation financière, train de mesures politiques paupérisant des populations, etc. Et Monsieur M essaie de se battre pour que les gens prennent conscience de ces problèmes et éventuellement fassent quelque chose pour résoudre les problèmes ou stopper les fauteurs de problèmes. Point. Et Monsieur M réalise toujours deux choses. D'abord que la majorité des gens est en quelque sorte indifférente à ces problèmes, et ensuite que jamais il ne se constitue une convergence forte et une harmonisation forte de millions de personnes autour des quelques initiatives d'action qui sont le fait d'individus ou de groupuscules. Certes, certaines pétitions peuvent rassembler de nombreuses signatures, et certaines manifestations peuvent rassembler du monde. Mais la perspective d'une prise de conscience des masses et d'un engagement coordonné des masses s'évanouit toujours au fur et à mesure qu'on essaie de l'approcher. Peu importe les problèmes considérés, la divulgation des informations gouvernementales concernant les extraterrestres, la révélation des changements planétaires à propos de l'ascension planétaire, le démasquage des reptiliens qui contrôlent le monde. Le mécanisme psychologique est très simple et toujours le même, quelque chose révolte Monsieur M concernant la société et le système à quelques niveaux. Et Monsieur M a envie que davantage de monde partage sa révolte et se mobilise. Mais tout le monde n'est pas révolté. Et parmi ceux qui sont révoltés, leur révolte ne porte pas sur les mêmes choses que pour Monsieur M. Et quand il y a convergence des révoltes, tout le monde n'est pas révolté sur les mêmes aspects et n'envisage pas les choses qu'il faudrait faire de la même manière. Au final, il y a toujours plus de cohésion et de coordination chez les méchants que chez les gentils. Puisque Monsieur M se pense évidemment comme le gentil, il est du côté de la lumière, de l'amour, de la vérité, de la liberté, du partage, du cœur. Naturellement. Il y a quelque chose de très émotionnel dans cette notion et dans cet élan d'essayer d'éveiller les consciences. Et il n'est pas surprenant que cela se solde au mieux par de petits clubs de gens qui se réconfortent d'avoir raison dans leur critique des mêmes choses, les médias mainstream, les gouvernements, les multinationales, les institutions financières, les milliardaires. Et en bonus, les reptiliens. Et c'est ce quelque chose d'émotionnel qui signe l'erreur de la démarche elle-même. Car c'est cela qui détermine et qui conditionne la nature de la démarche. En mettant de côté la notion de conscience endormie qu'il faudrait éveiller, on peut envisager les choses de manière plus pragmatique. Fondamentalement, les gens ont deux grands besoins dans la perspective de l'augmentation de leur capacité à gérer leur vie et à impacter la société. Car le nœud du problème de cette histoire d'essayer d'éveiller les consciences se trouve en réalité du côté de la question du niveau de la capacité d'impact de l'individu sur la société. Deux grands besoins. Premièrement, l'individu a besoin d'installer dans sa vie une solide démarche de recherche de la connaissance, dans tout domaine qui l'intéresse ou dans tout domaine avec lequel il lui faut traiter. Cela nécessite de s'intéresser aux éléments de connaissance éventuellement constitués par les experts du domaine, notamment aux éléments vulgarisés, mais qui doivent nécessairement être produits par les experts du domaine. Cela nécessite de se plier à l'exercice d'étudier ces éléments de connaissance sérieusement. Cela nécessite d'apprendre à raisonner et à réfléchir avec rigueur en disposant d'un bon niveau d'intégration du corpus des éléments de connaissance, spécialisés ou vulgarisés. Deuxièmement, l'individu a besoin d'installer dans sa vie une solide démarche de travail intérieur. À minima pour développer la maîtrise intérieure de ses schémas émotionnels et de ses schémas mentaux. Car sans cela, l'individu va rester sujet à des facteurs de manipulation qui opèrent constamment dans ses relations de particulier à particulier, ainsi que dans ses relations avec des groupes et des structures. L'objectif minimum d'un sérieux travail intérieur, c'est que l'individu soit capable de s'installer et de se maintenir intérieurement dans une dynamique de sérénité émotionnelle et mentale, et de capacité de réflexion rationnelle, même quand il doit traiter de choses relatives à des domaines invisibles et subtils de la réalité. On peut remarquer que, lorsque Monsieur M s'occupe sérieusement de ces deux grands besoins, il est moins enclin à se révolter. Non pas parce qu'il manquerait de capacité de résistance, mais parce qu'il réalise plus aisément trois choses. D'abord, il constate qu'il est davantage maître de sa propre vie, et donc que sa vie est moins affectée par les activités des gouvernements et des milliardaires. Ensuite, il constate qu'il est davantage capable de comprendre la réelle complexité des problèmes, et donc de comprendre aussi la réelle répartition des charges de responsabilité, qui est plus nuancée que ce que suggèrent les réactions émotionnelles. Enfin, il constate qu'il est davantage capable de déterminer son échelle pertinente d'action, s'il y a lieu d'agir, et donc il ne se charge plus mentalement du poids des échelles d'action sur lesquelles il n'a absolument aucune prise en réalité. Et s'il veut agir à des échelles plus importantes, il sait qu'il doit d'abord élever son niveau de compétence et son niveau de pouvoir. Comprenant que la solution ne se trouve pas dans la fédération de tous les révoltés impotents. Car il n'est pas vrai que l'union fait nécessairement et naturellement la force.